Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Marcus Johnson, un garçon noir de 15 ans, rentrait de l'école en traînant un peu les pieds, son sac sur l'épaule, les écouteurs dans les oreilles. C'était une de ces après-midi d'été étouffantes à Chicago où l'asphalte semble fondre et où l'air pèse comme une couverture mouillée. Les mouches bourdonnaient paresseusement, les climatiseurs vrombissaient derrière les fenêtres closes et les trottoirs paraissaient déserts sous l'assaut du soleil. Marcus s'essuya le front du revers de la main et accéléra le pas en direction de la maison, rêvant d'un verre d'eau glacée. Mais au moment de traverser la 87e rue, quelque chose attira son attention. Une voiture, une berline argentée aux vitres teintées, était garée maladroitement sur le bas-côté, partiellement à l'ombre d'un lampadaire. Rien d'inhabituel à première vue, jusqu'à ce qu'un son étouffé se glisse dans ses oreilles. Un cri, faible mais insistant, presque un gémissement. Il retira ses écouteurs, plissa les yeux à travers la vitre assombrie et recula légèrement, surpris. Sur le siège arrière, il distingua un bébé, attaché dans un siège auto, le visage rouge, trempé de sueur, la bouche grande ouverte, hurlant à plein poumon. L'enfant agitait les bras comme s'il appelait au secours. Marcus sentit son coeur se serrer. Il s'approcha lentement, tapotant la vitre du bout des doigts. Bébé, chuchota-t-il. Où est ta maman? Aucune réponse. Juste descris. Il essaya d'ouvrir la portière. Fermée. Il fit le tour du véhicule. Toutes les portières l'étaient. Le moteur était coupé. Aucun mouvement alentour. Pas de sac à main visible, pas de téléphone. Rien qui indiquerait une présence adulte proche. Le soleil battait fort, et même à l'extérieur, Marcus transpirait abondamment. À l'intérieur, il imagina la chaleur étouffante, l'air stagnant, la souffrance de ce tout petit. Il n'avait pas besoin d'être médecin pour comprendre que le bébé était en danger. Un dilemme foudroya son esprit. Agir ou attendre? Mais attendre qui? La mère? La police? Et si le bébé perdait connaissance d'ici là? Et si? Le bébé est en danger, je dois faire quelque chose, se dit-il, la gorge serrée. Ses yeux cherchèrent rapidement autour. Il vit un chantier à une dizaine de mètres, abandonné pour la journée. Il courut, enjamba une clôture basse, et trouva une pierre large et anguleuse, recouverte de poussière. Ses mains tremblaient légèrement. Il revint près de la voiture, jeta un dernier coup d'œil autour de lui, toujours aucun adulte en vue, et prit une profonde inspiration. « Je suis désolé pour ta vitre », murmura-t-il, comme s'il s'adressait à la voiture. Il serra la pierre avec force, contracta ses bras, puis d'un mouvement rapide, fracassa la vitre arrière côté conducteur. Clac! Le bruit du verre brisé déchira le silence moite de l'après-midi. Des éclats scintillèrent sur le siège, sur le trottoir. Quelques passants se retournèrent, stupéfaits. Une alarme de voiture se mit à hurler. Le bébé, lui, continua de crier. Marcus laissa tomber la pierre, ouvrit la portière rapidement et détacha la ceinture du siège auto avec des gestes fébriles. Il prit le bébé dans ses bras, sentant sa peau brûlante et son petit corps trembler. Le petit se blottit aussitôt contre lui, agrippé comme à une bouée, les pleurs se transformant en gémissements fatigués. Mais à peine eut-il fait 2 pas avec l'enfant dans les bras que des voix s'élevèrent. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Hey! Ce garçon vient de casser une vitre. Il vole une voiture ou quoi? Marcus se retourna lentement, le bébé contre sa poitrine. Une foule commençait à se former. Les regards n'étaient pas bienveillants. Ils étaient lourds, tranchants, méfiants. Suspicion. Condamnation. Et puis une voix stridente fendit l'air. Il a cassé ma voiture. C'était Linda Parker. Une femme blanche d'une 40aine d'années, les cheveux tirés en queue de cheval, les lunettes de soleil posées sur la tête, arrivant en courant avec un sac à provisions à la main. Son visage était tordu par la colère, et non par l'inquiétude. « Qu'est-ce que t'as fait à ma voiture » cria-t-elle. « Madame, votre bébé était en train de cuire là-dedans. Il pleurait, il... Mon bébé » cria-t-elle en s'approchant. « Donnez-le-moi. » Tu l'as touché avec tes sales mains. Elle arracha violemment le bébé des bras de Marcus. Le petit se remit à pleurer, déstabilisé. Tu vas payer pour ça,
Espèce de petit délinquant. Hurla-t-elle. Et comme si cette scène avait été écrite d'avance, une voiture de police arriva au coin de la rue, gyrophare allumé. 2 policiers, l'officier Smith, un homme blanc au crâne rasé, et l'officier Miller, plus jeune, afro-américain mais silencieux, sortirent rapidement. Que se passe-t-il ici? Il a cassé ma vitre. Ce garçon a vandalisé ma voiture. Cria Linda en pointant un doigt accusateur. Ce n'est pas ce que vous croyez, dit Marcus, tentant de garder son calme. Le bébé était seul dans la voiture. J'ai cru qu'il allait. Posez le bébé, ordonna sèchement l'officier Smith, même s'il voyait que Marcus ne tenait plus rien. Je voulais juste l'aider. Vous avez endommagé une propriété privée, poursuivit Smith. Il y a des procédures à suivre. Vous auriez dû appeler le 911. Il aurait pu mourir, répondit Marcus, plus fort cette fois. Il faisait chaud. Il pleurait. Mais l'officier ne l'écoutait déjà plus. Il sortit une paire de menottes et s'approcha. Mettez vos mains derrière le dos, garçon. Quoi? Non, attendez. Protesta Marcus, désemparé. Mais les mains de Smith étaient fermes, brutales. Le métal froid entoura les poignets de Marcus comme une gifle invisible. Il se sentit soudain très petit, très seul, sous les regards accusateurs de la foule, le hurlement du bébé et le sifflement lointain de la chaleur sur le bitume. La dernière chose qu'il entendit avant que les portières de la voiture de police ne se referment fut la voix de Linda, triomphante. Et j'exige des réparations immédiates. À la station de police, Marcus fut conduit dans une petite salle d'interrogatoire. Les murs gris semblaient rétrécir autour de lui à mesure que les minutes s'égrenaient. Il était seul, menotté, sous l'œil froid d'une caméra de surveillance. L'interrogatoire débuta sans ménagement, l'un des officiers l'accusant d'avoir délibérément endommagé une propriété privée. « Tu sais ce que tu as fait, gamin? Tu crois que ça, c'est de l'héroïsme ?» Marcus, encore sous le choc, tentait d'expliquer. Il faisait si chaud, le bébé pleurait, j'ai juste voulu l'aider. Mais ses paroles semblaient n'avoir aucun poids. Pas face aux préjugés silencieux, mais puissants. Lorsque son avocat, James Carter, entra dans la pièce, l'ambiance changea légèrement. Carter, un homme noir à la voix calme mais assurée, observa attentivement son jeune client, puis les officiers. Dès les premiers échanges, il comprit que le problème n'était pas seulement légal. Il était bien plus profond. Marcus avait été immédiatement perçu non pas comme un sauveur, mais comme une menace. Parce qu'il était noir. Parce qu'il avait osé agir sans autorisation. Les jours suivants, les médias locaux commencèrent à relayer l'affaire. Mais l'angle choisi par plusieurs chaînes et journaux fut glaçant. Des titres comme « Un adolescent brise une vitre de voiture » ou « Acte de vandalisme sous prétexte de sauvetage » circulaient sur les réseaux sociaux. Des images floues de Marcus, menotté, furent diffusées en boucle. Peu mentionnaient la chaleur accablante, l'urgence ou les pleurs du bébé. Sa mère, Denise Johnson, refusa de rester silencieuse. Femme au regard fier, coutumière des luttes pour survivre dignement dans une société souvent injuste, elle convoqua une conférence de presse devant le commissariat. « Mon fils a sauvé une vie. Il n'a rien volé, rien détruit sans raison. Il a fait ce que n'importe quel adulte aurait dû faire à sa place. Mais parce qu'il est noir, il est traité comme un criminel. » Sa voix tremblait légèrement, mais sa détermination était intacte. Dans le quartier, les réactions étaient partagées. Certains saluaient discrètement le courage de Marcus, mais beaucoup évitaient de se prononcer, craignant les représailles ou ne voulant pas prendre position. D'autres, influencés par les médias ou leurs propres préjugés, disaient « Il aurait dû appeler la police, pas agir seul ». Le courage d'un jeune garçon noir devenait sujet à débat, alors qu'il aurait dû être salué unanimement. Avec l'aide de Maître Carter, la famille Johnson lança une campagne sur les réseaux sociaux. #JusticeForMarcus, appelant à la reconnaissance de son acte comme un geste de bravoure. Des militants pour les droits civiques se mobilisèrent, des enseignants, des voisins, des anciens élèves de l'école de Marcus. Des personnalités locales commencèrent à s'exprimer. Un pompier du quartier affirma que, dans une telle chaleur, quelques minutes suffisent à mettre un bébé en danger. Ce garçon a fait ce qu'il fallait. Mais les obstacles restaient nombreux. Linda Parker, la propriétaire de la voiture, maintenait ses accusations avec une froideur tenace. Elle répétait aux médias
Il aurait pu casser la vitre de n'importe quelle voiture. Ce n'est pas son rôle de décider. Elle exigeait une compensation financière et des excuses publiques. Le procureur du district, sous pression politique, refusa d'abandonner les charges. Il évoqua un besoin d'ordre et une question de procédure à respecter pour éviter les débordements. La justice semblait se retrancher derrière ces procédures, incapable de faire place à l'humanité. Finalement, un procès fut organisé. Ce jour-là, la salle d'audience était comble. Des journalistes, des activistes, des voisins. Marcus, en chemise blanche, les mains légèrement tremblantes, s'assit à la barre des témoins. Ses yeux cherchaient ceux de sa mère, qui lui sourit doucement depuis le premier rang. Puis il raconta, avec ses mots à lui, ce qu'il avait vu, ce qu'il avait ressenti. Il parla de la chaleur, du cri du bébé, de son cœur qui battait si fort, de sa peur, mais surtout de son instinct de sauver. Plusieurs témoins vinrent ensuite. Une voisine, infirmière, expliqua à quel point une voiture peut devenir un four mortel en plein été. Un pompier décrivit la procédure d'urgence en pareille situation. Une passante raconta avoir vu Marcus hésiter, puis agir avec précaution. Malgré tout cela, l'avocat de Linda Parker martela. Ce garçon a agi seul. Il n'est ni pompier, ni policier. Il n'a aucun droit de forcer une voiture. Mais Maître Carter répondit d'une voix calme. Aucun droit? Peut-être. Mais il avait un devoir. Un devoir moral. Et c'est ce qui le distingue ici. Au fil du procès, alors que les journées s'enchaînaient dans une atmosphère pesante, l'équipe de défense menée par James Carter parvint à faire émerger des éléments cruciaux. Lors d'une audience décisive, une assistante sociale appelée à témoigner dévoila un rapport confidentiel de la protection de l'enfance. Linda Parker avait déjà été signalée à plusieurs reprises pour négligence. 3 signalements en 2 ans. Un voisin avait alerté les services sociaux après avoir trouvé le même bébé seul dans la voiture, un autre jour de grande chaleur. Une enseignante de l'école maternelle fréquentée par l'un de ses enfants avait évoqué un comportement étrange et des absences répétées. Ces informations, que Linda avait tenté de faire effacer ou minimiser, éclatèrent au grand jour. Dans la salle d'audience, un silence glacé suivit ces révélations. Même les journalistes cessèrent de taper sur leur clavier. Le juge Raymond Whittaker, un homme réputé pour sa rigueur mais aussi sa droiture morale, fronça les sourcils. Il demanda à voir les rapports originaux. Il passa plusieurs minutes à les lire en silence, puis fixa Linda Parker d'un regard perçant. Maître Carter en profita pour appuyer. Ce garçon n'a pas brisé une vitre par vandalisme, votre honneur. Il a brisé un silence. Celui d'un enfant en détresse, abandonné pour la énième fois par une mère négligente. S'il n'avait pas agi, nous ne serions pas ici à discuter de dégâts matériels. Nous serions peut-être en train d'enterrer un bébé. La tension monta dans la salle. Linda, de plus en plus isolée, se contenta de baisser les yeux. Même son propre avocat semblait désarçonné. Le verdict tomba 2 jours plus tard. Le juge, dans une déclaration sobre mais puissante, annonça. Ce tribunal reconnaît que Marcus Johnson a agi dans un état de nécessité, motivé par le devoir de sauver une vie humaine en danger immédiat. L'affaire est classée sans suite. Aucune poursuite ne sera engagée contre lui. Il marqua une pause, puis ajouta en regardant Marcus. Monsieur Johnson, vous avez démontré un courage que beaucoup d'adultes n'auraient pas eu. Ce que vous avez vécu est injuste. J'espère que la société apprendra de votre geste. Un tonnerre d'applaudissements, inhabituel dans un tribunal, éclata. Denise fondit en larmes. Elle serra son fils dans ses bras, le cœur gonflé de fierté. Mais Marcus, bien qu'acquitté, n'était pas le même. En sortant du tribunal, il s'arrêta quelques instants face aux caméras, son regard plus grave que son âge. Je ne suis pas un héros. J'ai juste fait ce que je pensais être juste. Mais si ça peut faire comprendre qu'un enfant noir peut aussi sauver des vies, alors peut-être que ça valait la peine. Malgré la libération, Marcus portait désormais une cicatrice invisible. Le fait d'avoir été menotté, accusé, traîné dans la boue médiatique pour avoir sauvé une vie avait profondément ébranlé sa vision du monde. Il avait grandi trop vite, confronté à la dure réalité de ce que signifiait être noir dans une société où la présomption d'innocence n'était pas accordée à tous de la même manière. Mais au lieu de s'enfermer dans l'amertume,
Marcus décida de transformer sa douleur en force. Quelques mois plus tard, il rejoignit une association locale de justice sociale nommée Voices of Youth, qui œuvrait pour les droits des jeunes issus des minorités. Il donna des conférences dans des lycées, raconta son histoire, écouta celle des autres. Il se forma, étudia le droit, s'intéressa aux politiques de réforme policière. À 16 ans, il était déjà invité à des forums communautaires, intervenait dans des universités, inspirait d'autres jeunes à ne pas baisser les bras. À la maison, sa mère Denise lui répétait souvent, en posant tendrement la main sur son épaule. « Tu es un héros, Marcus. Pas seulement pour ce que tu as fait ce jour-là, mais pour ce que tu fais depuis. Ne laisse jamais personne te voler ta lumière. » Et quand Marcus croisait parfois des policiers dans la rue, certains détournaient les yeux, d'autres le saluaient brièvement, mais il ne baissait plus les yeux. Il savait qui il était devenu. Un garçon qui avait brisé une vitre. Mais surtout, un garçon qui avait brisé le silence.